Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que voilà, on arrive à à se retrouver. Toujours les questions techniques évidemment qui nous préoccupent dans un premier temps. Alors si merci de me rejoindre pour ce nouveau live. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce qu'il y a du monde? Ceux qui sont là avec moi, mais merci de me laisser juste un petit commentaire de routine finalement pour me dire si tout va bien, si on m'entend bien, si on voit bien, si tout se passe bien. Merci juste de me faire savoir. Oui, nanana. Ah, oula, Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, waouh. Mais bonjour. Bonjour tout le monde. Juste me confirmer que tout le monde m'entend bien et que ça se passe bien du point de vue technique. Vous savez que c'est toujours ma principale préoccupation. Bon, j'ai mis un petit micro ce coup-ci parce que je trouvais que parfois la voix était faible. Alors voilà. Donc merci de me rejoindre. Merci, merci Lulu. Bonjour Nelly. C'est le dernier live qu'on va faire pour la saison. J'en ai fait beaucoup là ce printemps. Il y a encore un sommet sur la famille. Ah Emma, bonjour Emma. Euh, c'est le Il y a encore un sommet sur la vie de famille en fait que Marie-Agnès Jambard organise, dans lequel je serai présent et dans lequel je vais participer. Mais sinon, moi, après, pour les lives tels qu'ils se donnent là, tels que je les donne là, c'est le cinquième cette saison. Puis j'ai fait pas mal d'entrevues. Donc, bon, ben merci. Alors si tout marche bien, je vais vraiment pouvoir commencer. Donc merci encore une fois de me suivre. On va aborder un sujet un peu plus joyeux que dont on s'est un petit peu habitué ces derniers temps, avec bon les histoires de confinement, les histoires de virus, de peur. Je ne sais pas quel virus a envahi la planète, mais celui de la peur, celui-là nous a pas manqué, ça c'est certain. Euh, Et merci Nelly. Voilà, l'idée c'est de parler de nos vacances, de parler de voyage, parce que bon, nul doute que on va continuer à voyager, nul doute. Et beaucoup de gens découvrent ce qu'est une éducation sans école à l'occasion de voyages. Ils se disent bon ben là on va partir. C'est évidemment si c'est juste l'été. Encore qu'il y a des gens qui font des cahiers de vacances. Moi j'ai vécu ça quand, quand j'étais enfant, c'était pas très drôle. Euh, les gens, souvent, à l'occasion de voyages, ils partent un mois, 2 mois, 6 mois, un an, parfois plus. On part en voilier, en vélo, on part autour du monde. Et là, ben, on se rend compte que c'est l'occasion de lâcher un petit peu la question du rythme scolaire, la question des devoirs. On sait très bien aussi que quand on est en voyage de cette façon-là, euh, c'est fatigant en voyage, on porte les sacs, on est pris dans les transports, on dort mal, le bus, le train, il est de nuit, on arrive, on a le décalage horaire, bon, on a toutes sortes de choses à gérer qui sont bien plus importantes que le fait de savoir si on a fini son exercice de la page 8. donc, donc voilà, ce qui fait que on est obligé bon, de se poser des questions dans la relation bon, à l'intérieur de la famille, la relation aussi bon, d'un point de vue éducatif. On se rend compte qu'on n'est plus dans cette espèce de quotidien. On est au bout du monde, on est en Inde, on est au Mexique, on est je sais pas où, mais ça peut être aussi des fois juste en camping, hein, tout simplement parce euh, on est parti, on a notre temps, notre sac à dos, il faut faire avec bon pas mal de conditions qui sont assez différentes. Et là, on se rend compte que tous les principes un peu éducatifs que l'on croyait immuables, c'est-à-dire que les apprentissages se font grâce à un enseignement qui a lieu autour de cahiers, de règles, de disciplines, etc., ben on se rend compte que bon, toutes ces vérités volent en éclats et que finalement les enfants vont apprendre plein de choses. Alors vous savez ou vous savez pas, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps et des fois de façon plus précise, euh, vous savez que ça a été l'objet de mon doctorat, en fait, de ma thèse de doctorat, l'étude de l'apprentissage de mes enfants en voyage.
Alors évidemment, ça avait posé quelques problèmes méthodologiques parce que les gardiens du temple se disaient, mais on ne peut pas faire des études sur ses propres enfants, c'est pas correct d'un point de vue déontologique, d'un point de vue scientifique, on ne peut pas étudier ses propres enfants. Et il avait fallu donc que je leur rappelle que Freud, par exemple, avait expérimenté la psychanalyse sur sa fille. Il a fallu aussi que je leur rappelle que Darwin avait étudié les mimiques euh, de ses propres enfants qu'il avait comparé aux mimiques des nourrissons de certains primates. Euh, Piaget, le père de la psychologie moderne, a créé toute son œuvre autour de l'étude de ces 6 enfants qu'il avait à la maison, bon, etc., etc. Et donc, s'il fallait sortir de leur bibliothèque Freud, Piaget, Darwin et d'autres, évidemment, ça faisait désordre un petit peu. Donc, ça a fini par être validé. Et donc, j'ai eu ma thèse de doctorat en éducation, tout va bien, malgré les réticences de pas mal de professeurs. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses assez costauds à dire sur ces questions-là, parce que, comme je vous dis, quand on fait une thèse de doctorat, bon, ça se fait rarement à la légère, il faut quand même aller chercher des choses un petit peu solides derrière ça. Euh, un truc... ah oui, il y a aussi que j'ai écrit plusieurs livres sur le voyage, bon, notamment La pédagogie de l'ailleurs, si vous l'avez, gardez-le, parce que il est collector celui-là, il n'existe plus. Mais il y a aussi bon, Les Savoirs Vagabonds, qui est sorti récemment aux éditions Éco-Société et qui relate de 30 ans de voyage, en fait, tout simplement. Alors, de voyage seul, de voyage à 2, à 3, à 4, bon, de toutes ces choses qu'on n'apprend pas habituellement dans les écoles, dans les classes, et tout ça. Donc, Le Savoir Vagabond, il est sorti en septembre, il est bien distribué en Europe. Je sais qu'il arrive au Maroc bientôt aussi. Voilà, donc on a bon, quelques récits là-dedans. Dans Les Savoirs Vagabonds, je parle des déserts, je parle des forêts, je parle des villes, je parle des montagnes, je parle de la mer. Donc tous ces endroits où j'ai aimé voyager et où j'ai appris forcément tout un tas de choses. Il y a évidemment le dicton populaire qui dit toujours, bon, les voyages forment la jeunesse. Alors ça, bon, oui, c'est évidemment, hein, on sait que les voyages, c'est formateur, et que, bon, aucune éducation n'évite le voyage. Simplement, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire comment ça marche en fait, comment ça se passe, c'est quoi qu'on apprend, comment on apprend, pourquoi on apprend, vous voyez. Alors ça, c'est quand même des choses qui méritaient d'être décortiquées. Ça n'a pas été fait si souvent que ça, en tout cas pas de la façon dont moi je l'avais fait lors de ma thèse. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, tout simplement, évidemment, il y a l'apprentissage qui se fait dans la préparation du voyage. Euh, Attention, le voyage doit être préparé, mais ce à quoi on se prépare, ce n'est pas au voyage en tant que tel. Ce à quoi on se prépare, c'est à voyager. C'est un petit peu différent. Vous comprenez qu'il n'y aurait rien de plus dramatique que de revenir de 6 mois autour du monde et de pouvoir dire à sa famille, à ses amis au retour, tout s'est passé comme prévu. Vous comprenez que si ça se passait comme ça, ce serait dramatique en fait, parce que ça veut dire qu'on avait tout planifié à l'avance, qu'on savait où était tout à chaque moment, et que ça veut dire qu'on a visité ce qu'on voulait visiter. Vous savez, un auteur avait dit le touriste voit ce qu'il est venu voir. Le voyageur voit le reste, quoi. Alors il y a la dialectique entre touriste et voyageur, elle est un petit peu, elle est tordue parce que on est toujours le touriste de quelqu'un d'autre, vous savez, on est toujours le mauvais voyageur de quelqu'un d'autre. Mais enfin, tout ça pour dire que, bon, un voyage, oui, ça se prévoit, ça se planifie, mais en même temps, si tout est prévu au millimètre, bon, ben, on n'est plus un voyageur, vous comprenez, on est un voyager, oui, ce qui est un petit peu différent. Ça veut dire qu'on est un peu comme une valise, on est trimballé, bon, d'un point à un autre, de restaurant à un autre, de musée à un autre, et bon, voilà, bonjour Marie. Et voilà, donc tout est prévu, tout est organisé, on sait où on va être, on sait ce qu'on va manger, on sait qui on va rencontrer. Bon, ça peut, hein, ça existe, il y a des gens qui voyagent comme ça, c'est sécurisant, c'est bon, voilà, et on n'a pas trop de questions à se poser.
Mais moi, les voyages que j'ai vécus, les voyages que j'ai offerts à mes enfants, les voyages dont je parle et les voyages que je fais encore, bon, avec ma conjointe ou bon, ça se passe pas vraiment comme ça. On débarque dans un pays, oui, on a pu repérer deux, trois trucs quand même, on trouverait intéressant d'aller voir. Mais à part ça, ben, on verra bien quoi. Donc ça m'est arrivé partout dans le monde de de débarquer, alors que ce soit en Équateur, au Népal, au Maroc, et à ne pas savoir où est-ce que j'allais dormir le premier soir, ou bon, je débarque de l'aéroport, j'ai mon sac à dos, et puis là, ben, et voilà, et maintenant on fait quoi? Voilà, voilà, ça commence. Alors là, ben, il faut négocier le taxi, il faut, bon, vous voyez, combien coûte un taxi entre l'aéroport de Katmandou et le centre-ville, vous voyez, bon, tous ces trucs qu'on ne sait pas vraiment et qu'on va essayer, bon, de trouver des solutions sur le moment, voilà. Alors ça, évidemment, on est préparé à cet inconnu-là, on est préparé à vivre ces situations totalement nouvelles et parfois inconfortables, mais on n'est pas préparé parce qu'on a réservé l'hôtel, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, les enfants qui voyagent avec nous, bon ben, ils découvrent évidemment cette logique-là et ils comprennent aussi que dans la préparation du voyage, il ne s'agit pas de préparer tout au millimètre. Quand on est sur place, les apprentissages, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils se font simultanément. On va visiter tel monument, et là, ben, il n'y a pas un prof qui a préparé un cours avec des fiches qu'il va falloir réviser, avec un questionnaire, et je ne sais pas quoi. On va voyager, on va découvrir. Bon, ben moi, je vais voir des choses qui sont à mon niveau, à ma portée. Un enfant de 5 ans va voir des choses qui sont à son niveau, à sa portée. Un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, bon, on va à chaque fois vivre les choses différemment. Et bon, cet apport qu'il va y avoir, cette mosaïque de regards, eh bien, c'est ça qui, le soir, quand on va en rediscuter, va pouvoir être échangé. J'avais fait un truc une fois dans un voyage avec mes enfants, je leur avais donné des carnets de dessin. Et ça, c'était quand même très cool parce que eux, bon, arrivaient dans un château en Italie, ou là c'était un voyage en Italie, puis dans les Alpes françaises aussi, et bon, ils se posaient à un endroit, ils voyaient quelque chose qui leur plaisait, ils s'arrêtaient avec leur crayon, ils dessinaient, bon, leur truc. Et c'était génial parce que le soir, quand on regardait ensemble les dessins qu'ils avaient faits, eh ben, ils avaient vu des choses que moi, j'avais pas vues. Et souvent, il fallait qu'ils m'expliquent, oui, tu sais, ça, c'est l'endroit où il y avait ça, ça, ça. Alors, cette liberté de regard, cette liberté de de point de vue finalement, hein, parce que c'est souvent une histoire de taille, de point de vue, bon, ben, c'est une richesse pour tout le monde, pas juste pour les enfants, c'est une richesse pour toute la famille. Donc ça, c'était vraiment, bon, c'est une façon, le fait de ne pas préparer, on peut lire des choses, par exemple, quelqu'un va aimer découvrir un monument, une région, un coin de pays, une montagne, peu importe. Lui, ce qu'il va aimer, ça va être lire beaucoup là-dessus, sur l'histoire, sur la géologie, bon, bon, sur plein de choses. Euh, et il va partager ce qu'il a découvert dans ses lectures en amont bon, de la visite. Il y en a d'autres qui vont aimer se laisser immerger par le lieu, un lieu d'histoire, de mémoire, où on sait qu'il s'est passé des choses pendant des millénaires à ce coin-là, etc. Alors, il va y avoir bon, des espaces poétiques, il y a des instants poétiques, mais aussi des espaces poétiques. Écoutez, si on prend l'Alhambra, par exemple, à Grenade, ben, c'est évident que là, on voit toutes ces murs-là qui sont finement sculptés, c'est quasiment de la dentelle dans la pierre, tout ça. Alors ça, ben, oui, ça prend ça donne, ça fournit une sorte d'émerveillement, quelque chose que chacun apprécie à son niveau et on va être plus ou moins sensible au bruit de l'eau, au parfum des fleurs d'oranger, ou etc., etc. Voilà. Donc, le fait que chacun
puisse découvrir à son rythme, ça c'est très précieux. Et évidemment, ça n'a jamais lieu si vous avez préparé un cours, si vous dites alors là, regardez ce qu'il faut regarder, nanana, c'est ça. Et puis bon, il faut savoir qu'en 1493, bon, etc., c'est mort. Vous comprenez? Si on pourra toujours revenir sur ces questions-là, on pourra toujours faire une petite explication technique, mais disons que le moment de l'émerveillement, il doit se faire simultanément, les adultes, les enfants et ceux qui ont de nombreux enfants, Emma par exemple, mais bon voilà, des enfants entre 2 et 15 ans, eh ben c'est sûr qu'on va s'apercevoir que les enfants vont vivre ça différemment, et ça aurait été idiot d'essayer de leur faire vivre ça exactement bon, de la même façon, au même rythme, quoi. Euh, voilà, il y a aussi, on va apprendre dans la nature, notamment bon, quand on part camper ou quand on va faire toutes sortes de choses, on va avoir un rapport à la nature qui est très particulier. Les enfants, les petits-enfants, souvent vont s'imaginer, s'inventer des petits espaces qui vont s'aménager. Alors, bon, des parcours de fourmis, des parcours de... Il va y avoir plusieurs... vont voir des choses au ras du sol que souvent les adultes on ne voit plus. Ils vont aussi le voir parce qu'eux, ils ont un rythme différent, hein. Souvent, on va se dire, vous savez, vous marchez avec un enfant, puis vous dites, bon allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et en fait, lui va s'arrêter à chaque fleur comme s'il le faisait exprès, quoi. Mais finalement, on se dit, finalement, dépêche-toi, c'est ce que je lui dis toute l'année. Et puis, pourquoi finalement il faudrait se dépêcher? C'est à moins qu'il y ait une urgence d'orage ou des choses comme ça, mais pourquoi finalement on est là pour découvrir, on est là pour regarder, on est là pour tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se dépêcher en fait? Et c'est peut-être lui qui a raison de s'arrêter à chaque fleur, à chaque bon. Euh, et peut-être que si on le faisait aussi, on apprendrait plein de choses. Vous savez que les enfants, on dit qu'ils ont souvent une imagination débordante parce qu'ils vont donner un nom à une feuille, à une souche, à un arbre. Mais c'est pas tout à fait une logique d'imagination, hein. C'est une logique plutôt de réalité radicale en fait. Cet arbre, il a un gros nez, ben c'est l'arbre qui a un gros nez. Vous voyez, c'est pas, c'est vraiment du réalisme euh, pur et dur en fait. C'est du réalisme radical, d'accord? Donc c'est pour ça que euh, les enfants vont avoir le temps, la possibilité de déployer ce réalisme radical qui vont coller aux images qu'ils trouvent dans la nature, à condition qu'on leur en laisse le temps, qu'on leur en laisse l'espace, hein, je reviens toujours à ça. Donc là, encore une fois, si vous avez prévu tout un déploiement éducatif, pédagogique, que vous voulez absolument faire des cahiers au lieu de les laisser découvrir à leur rythme, eh bien oui, vous allez faire des cahiers, il n'y a pas de problème, ils vont revenir et ils auront fait les cahiers qu'ils auraient pu faire n'importe où ailleurs, ce qui est un petit peu dramatique en fait, quand quand on le regarde comme ça. Euh, donc la nature, ça va demander, en fait, bon, un émerveillement, etc., mais ça va aussi demander un certain nombre d'explications. Il y a des choses qu'on va découvrir, qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas. Donc, ça demande un certain nombre d'explications. Il va y avoir, on va faire des liens, on va s'apercevoir que, bon, par exemple, quand on voyageait en voilier, il y avait des belugas qui venaient, bon, autour du voilier. On voit que le gris, bon, ben, c'est le jeune de l'année, que le blanc, c'est sûrement la mer à côté, puisque, bon, les belugas, ça vit un petit peu en famille, comme ça. Les belugas, c'est une espèce de baleine avec des grosses bosses sur la tête, là, des petites baleines. Voilà, donc on va découvrir tout ça au niveau de la nature et on va prendre le temps de faire les liens. Il y a une empathie aussi qui va se mettre en place parce que les petits animaux, moi je me rappelle bien quand j'étais petit, on trouvait un gland et puis le gland on lui donnait un petit nom et puis ça devenait comme un petit personnage et puis on se faisait des petites scènes avec mon frère, etc. Alors voilà, toute cette empathie-là, tous ces moments qui sont vécus dans la nature, tout ce temps de découverte, ben, évidemment, ça prend du temps. C'est pas de la perte de temps, hein. Ces mini-mondes-là que les enfants se créent, c'est absolument pas de la perte de temps. C'est bien au contraire l'essence, la nature, la profondeur du voyage, hein. Voilà. Euh, il y a aussi, évidemment, quand on voyage, toutes les rencontres qu'on fait.
Euh, et toutes ces rencontres qui vont nous amener à changer nos points de vue. Parfois sur notre propre voyage, on avait prévu d'aller faire telle ou telle chose, et puis là on se rend compte que bon, ben ça on nous dit ouais, vous pouvez aller là, mais c'est pas terrible parce que là, si vous allez à côté, vous allez voir c'est un petit peu mieux, bon, etc., etc. Alors on va rencontrer des gens, on va rencontrer des familles, surtout si vous voyagez en période scolaire et que là vous voyez une famille avec des enfants, et là vous dites ah, famille, école, maison, voilà. Et donc on va apprendre à communiquer des fois dans des langues bon, qu'on parle pas. Et on va apprendre bon, toutes sortes de choses dans la rencontre avec l'autre. Mais on va aussi rencontrer bon, ben, des autochtones, hein, évidemment, euh, euh, c'est-à-dire des gens du cru dont on a radicalement besoin, là encore une fois, parce qu'on est perdu, on ne connaît pas, on est en insécurité, on est en déséquilibre, et donc ben, on a besoin de gens qui nous conseillent, et leurs renseignements sont capitaux. Sabrina me pose une question. Alors, peut-on pratiquer le unschooling sans PCP? Je ne sais pas ce que c'est PCP. Ni cahier, ou comment l'expliquer aux inspecteurs et à notre entourage. Ici en France, ça devient compliqué. Oui, oui, alors, c'est sûr que chaque fois qu'on va parler du unschooling, on va toujours avoir cette espèce d'épée un peu de Damoclès qui nous pend au nez là, parce que bon, enfin qui nous pend au-dessus de la tête parce que bon voilà, on se dit toujours oui, il y aura le moment où il faudra peut-être s'expliquer, mais vous savez là encore une fois, pour peu que l'inspecteur soit un pédagogue minimalement, on peut ramener, et j'allais y venir, hein, en fait, de nos voyages, tout un tas de documents. Voilà, en fait, il va falloir garder des traces de ce voyage-là. Je parlais tout à l'heure du carnet de dessin. On peut passer directement à cette dimension-là parce qu'elle est importante. En fait, elle est importante pour tout le monde, pas juste pour l'inspecteur. Et puis, comme je vous dis, on se fout la paix pas mal dans la vie quand on arrête de réfléchir en fonction de ce que l'on attend de nous, de ce qu'un inspecteur qui ne nous connaît pas et qui a peur uniquement pour sa propre carrière pourra attendre de nous, hein. On peut vivre autrement, quoi. On n'est pas obligé d'être un élève de 4 ans qui regarde l'adulte qui nous corrige à longueur de vie. Vous voyez, on peut se dire, vous voyez, bon voilà. Mais euh, le truc, c'est qu'on ramène toutes sortes de documents aujourd'hui. Déjà, il y a des documents un peu préparatoires qu'on fait, par exemple, euh, euh, souvent des familles aujourd'hui voyagent en tenant des blogs, par exemple. Alors là, si on a un enfant de 12, 13, 14 ans, par exemple, ça peut être l'enfant qui écrit le blog, parce que s'il en a les capacités, s'il en a l'envie, s'il sait suffisamment bien écrire pour être à l'aise, pour tenir un blog, ben regardez, ça c'est quelque chose qui se fait et qui est la trace de notre voyage. Alors pour un inspecteur qui chercherait si on a travaillé notre français, si on a travaillé, bon, etc., bon, évidemment, voilà, on va avoir ces traces-là, tous ces articles. Mais on a aussi, bon, vous savez, tout ce qui est bon, vidéo, on peut partir avec une caméra. Maintenant, les téléphones font ça, mais on peut avoir aussi des caméras. Et puis, on peut filmer. Et vous savez, tout le montage vidéo, la mise en scène, vous savez, quand on se filme pendant des heures, des heures, des heures et des heures de voyage, eh ben, c'est sûr que on va avoir, peut-être on va revenir, on va avoir 10 heures, 15 heures de voyage. Vous n'allez pas faire un film de 15 heures. Ça veut dire qu'il va falloir minimalement scénariser un petit peu votre document. Il va falloir aller prendre des bouts, les bouts intéressants, les bouts un peu drôles, les bouts, il va falloir rythmer, etc. Alors tout ça, évidemment, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, Vous allez aussi devoir là-dedans, bon, y a la logique des photos, il y a la logique des carnets de route. Nous, on avait fait aussi quelque chose d'assez drôle finalement. C'est quand on était en voyage, toutes les semaines, l'IM, donc qui est sur la photo de l'affiche, on était aux États-Unis, on traversait les États-Unis, s'envoyait des cartes postales. Alors il avait 4 ans, ce qui fait qu'il n'écrivait pas, mais il nous dictait bon, ce qu'il voulait lire sur ses cartes postales. Et donc il s'envoyait à lui-même des cartes postales. Et en disant bah, aujourd'hui j'ai fait ça, puis là j'ai trouvé une chenille, et puis hier on est allé voir des cascades, bon, etc. Et
il s'envoyait lui-même à son adresse, finalement, ses propres cartes postales. Et quand on est revenu de voyage, après plusieurs mois, eh ben, il a trouvé dans la boîte aux lettres, finalement, toutes ces cartes postales qui s'étaient envoyées. Et c'était comme une façon d'avoir tenu, finalement, c'était des instantanés. En fait, vous avez une carte postale, c'est un instantané. Hein. Il y a la photo, bien sûr, mais il y a aussi bon, le texte qui a derrière. Et on s'envoie à soi-même des instantanés de notre voyage. Alors, c'était une façon de garder des traces. Tout ça, c'est aussi quelque chose auquel un inspecteur pourrait être sensible, évidemment. Euh, il y a le carnet de route. Bon, moi, j'ai toujours voyagé avec des carnets de voyage. Si vous le faites, si vous voyagez avec des enfants ou pas, je vous conseille de tenir des carnets de voyage parce que vous allez noter sur le moment des choses. Vous savez, la mémoire va devoir sélectionner après quelques années. Vous ne vous rappellerez pas de certains détails, évidemment. Mais là, vous allez marquer des noms, vous allez marquer des noms de villes, des noms de rues, des noms de personnes que vous avez rencontrées, des noms de villages. Euh, euh, vous allez rencontrer, enfin vous allez noter là-dedans des impressions, des colères, des exaspérations, des impatiences. Mais vous allez aussi dessiner finalement la carte de votre voyage. Vous allez dire, bon, finalement, si dans ce village-là, il ne s'est rien passé, c'est un village qui n'existe pas ou à peu près pas. Mais si dans ce village-là, vous allez rencontrer des gens, on va vous inviter, vous allez dormir, vous allez bon, ben là, évidemment, c'est un village euh, qui va occuper votre centre. Alors l'idée des cartes postales, Catherine, merci de me suivre, salut, salut la Belgique. Euh, L'idée des cartes postales, non, c'était suggéré par. Ben, il était petit, hein, il avait 4 ans, Liam, il avait même pas 4 ans en fait. Et donc c'était suggéré, ça avait été suggéré par les adultes, mais c'est quand même un exercice qu'il a bien aimé faire parce que tu sais, il racontait ce qu'il faisait. On avait aussi filmé, tenu des carnets de route, etc. Salut Manuel, merci d'être là. Euh, on avait aussi donc ça a donné quand même toutes sortes de documents, pris énormément de photos aussi, et ça a donné quand même bon une base que j'ai réutilisée par après. Évidemment, j'avais pas fait ce voyage-là aux États-Unis pour pouvoir faire un doctorat. Où on n'écrivait pas des cartes postales pour faire un doctorat, où on n'était pas en voyage en famille pour faire un doctorat. C'est pas du tout ça l'idée. C'était que ce voyage-là, on l'aurait fait anyway, on l'aurait fait de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ces traces-là qu'on gardait, c'est des traces qu'on aurait gardées de toute façon, parce que bon, quand on voyage, on aime ça, prendre des photos, bon, garder des souvenirs. Alors, euh, c'est ce matériel-là que j'ai réutilisé derrière pour convaincre un jury de thèse de doctorat. Donc j'imagine que n'importe qui peut convaincre un inspecteur avec ce genre de matériel. Voilà. Donc ces traces-là, elles sont importantes parce que c'est aussi ces traces-là qui vont structurer euh, le souvenir qu'on a de ce voyage-là. Vous savez, la mémoire va faire des choix au bout d'un moment. On ne pourra pas se rappeler de chaque détail. Et on va se rappeler de se rappeler. On va apprendre à se raconter. On va apprendre... vous savez, quand on voyage, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir et dit nous, on revient de 6 mois en Inde, on a vécu toutes sortes de choses. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous dire alors, ce voyage, c'était bien? Et là, vous voyez, on ne sait pas à quoi répondre parce que c'est trop, c'est à la fois trop vague comme question. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Alors, on ne sait pas se raconter au tout début. Mais si on a pris des notes, si on a pris des dessins, si on a pris des photos, si on a commencé à scénariser son récit de voyage, alors là, bon, ça devient plus facile. Et quelques temps après, l'enfant et l'adulte, hein, en fait, auront appris à raconter le voyage en 30 secondes, en 3 minutes ou en 3 heures si la personne est véritablement intéressée. Donc, donc voilà, tout ça, ce sont des apprentissages qui sont extrêmement précieux et qui sont liés au voyage. Mais vous comprenez que dans tout ce chemin-là, euh, je n'ai à aucun moment parlé de cahiers, de rattrapage, de se dire oui, mais comment on va suivre le programme du ministère. Vous comprenez que si vous faites un voyage comme là, nous, on a visité à peu près 25 États américains.
si on prend ce voyage-là, mais on en a fait d'autres. Euh, bon, quand on a visité 25 États américains, alors il y avait le Wyoming, il y avait bon, Dakota, le Massachusetts, New Hampshire, bon, l'Illinois, bon, etc., etc. On en a vu des choses, on en a rencontré des gens, on en a fait des activités. Ça, c'est aussi encore une autre. On va faire en voyage des choses que l'enfant ne fait pas à la maison. L'IM s'est retrouvé. Euh, euh, L'IM s'est retrouvé à faire du rodéo dans le Wyoming, dans une ville qui s'appelait Cody. On passait par là, et puis, bon, hasard encore une fois, parce qu'on avait l'ouverture, parce qu'on avait le temps, parce qu'on avait l'espace, on passe là, on dit, ce soir, c'est le rodéo de l'année, festival du rodéo, c'est un truc... et là, on va voir ça, on achète nos billets, et des milliers de personnes se retrouvent... se retrouvent là à venir voir ce rodéo. Bon, nous, on était dans les spectateurs. Bon, là, ça commence avec une prière, tous les cow-boys, le chapeau sur le cœur, en train de prier pour le début, pour le début du rodéo. Tout ça. Bon, on était un peu pris dans quelque chose d'un peu... Là, passe le premier cheval avec une fille qui portait un drapeau Coca-Cola et tout ça. Donc, on était, bon, dans quelque chose d'un peu extraterrestre pour nous, mais en même temps, culturellement, tellement intéressant à comprendre et à connaître. Et puis, bon, à un moment donné, dans le rodéo, le gars appelle au micro en disant, bon là, on va demander à tous les enfants de venir au milieu, donc là, dans le sable, là, dans l'arène, là, au milieu. Et on va lâcher une sorte de, une petite vachette là, avec une cocarde sur le dos. Et l'enfant qui va réussir à attraper la cocarde, ben, va gagner quelque chose ou je sais pas quoi. Puis là, l'IM dit, bah ok, je vais y aller. Tu sais. Et alors, on se retrouve avec notre l'IM, 4 ans, au milieu de tous les enfants des cow-boys du coin. Et là, bon, le gars donne les règlements, donne les explications, les consignes de sécurité, mais évidemment, tout est en anglais. Et bon, dans le Wyoming, en plus, c'était pas évident à comprendre. Et là, donc, la vachette arrive, tous les enfants se mettent à courir de partout, et l'IM au milieu qui comprend pas trop ce qui se passe, parce que bon, il y a cette vachette là. Et... Bon, euh, au bout d'un moment, il y a un cow-boy qui comprend qu'il y a un enfant perdu, quand même. Et donc, vient le chercher, etc. Puis là, le fait monter sur son cheval. etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, on a vécu quelque chose qu'on n'aurait jamais pu vivre, que l'IM aurait jamais pu vivre, bon, à Montréal, parce que c'est pas trop le lieu où on fait des rodéos, ou en France, ou ailleurs. Donc voilà, donc toutes ces activités qu'on fait et qu'on se plaît à raconter, vous voyez, comme là, comme une anecdote, ça fait 10 ans de ça, donc eh ben, reste encore bon, une anecdote sympa. Eh ben, tout ça, on apprend à le raconter, on fait pas trop long, on fait pas trop court, on essaye de faire quelque chose avec ça. Et les enfants apprennent aussi à se raconter. Alors toutes ces traces-là qu'on a à travers les photos, à travers les films, à travers les blogs et tout ça, eh ben, c'est des choses qui structure la pensée de l'enfant, en fait, et qui structure son souvenir. L'enfant se souvient de s'être souvenu, et quelques années après, se rappellera peut-être pas, s'il était trop petit, du moment exact tel qu'il a vécu. Par contre, il se souviendra euh, d'avoir depuis toujours ces films-là qui font partie de sa vie, de son activité, voilà, des choses qui l'ont structuré. On a voyagé aussi bon, en voilier, on a voyagé dans le désert. Voilà, les enfants se rappellent encore très bien la chaleur, le temps, l'ennui, mais ils se rappellent aussi comment bon, les Berbères qu'il y avait là, les Touaregs en fait qu'il y avait là, euh, nous aider à passer ces moments difficiles, parce que pour nous c'était extrêmement chaud en fait. Alors l'IM a encore parlé il y a quelques jours, quand il y a eu la canicule à Montréal, là, il me disait, ah ben oui, je me souviens dans le désert, les, les gens ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mouillaient des tapis, et il les suspendait. Alors avec le peu d'air qu'il y avait, ça rafraîchissait l'air, ça faisait comme... il y avait le climatiseur berbère. Voilà, ça faisait comme une sorte de climatiseur naturel, et c'est vrai qu'on gagnait 3 4 5 degrés. Euh, et bon, c'était
c'était très, en tout cas, c'était très appréciable dans ces moments-là. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la culture de l'enfant, hein, tout simplement. Sabrina me demande comment est-ce que je motive mes enfants à lire des romans. Alors là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez comprendre que moi, comment dire, je motive pas tant que ça mes enfants, si ce n'est soit parce que je fais moi-même, soit parce que je mets à leur disposition. Mais oui, je peux offrir des récits de voyage. On a lu beaucoup ensemble, hein, des récits de voyage avec les enfants. Euh, bon, moi, vous savez, c'est quelque chose que j'aime, les voyages, et j'aime alors les récits. Bon, j'ai lu les récits de Marco Polo, de Jacques Cartier, de Champlain, du capitaine Cook, bon, tout ça. Donc, beaucoup de récits de voyage que j'aime à parcourir, etc. Bon, beaucoup de livres de voyage, etc. J'en ai écrit aussi. Bon, alors, les enfants, la littérature de voyage, ils vont se, ils vont se l'approprier quand ils voient qu'il y a des choses quand même intéressantes à aller chercher dedans. Euh, Après, les romans en tant que tels, moi, s'ils veulent lire des romans, ben, pourquoi pas, tant mieux. On a lu beaucoup de classiques de la littérature enfantine, mais s'ils n'osent pas lire des romans, s'ils préfèrent lire des BD ou des mangas ou quoi que ce soit, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais la littérature de voyage a donné quand même beaucoup de belles pages de la littérature, hein, quand même, quand on lit Marco Polo, quand on lit, bon, alors il y a des versions de Marco Polo, ou quand on lit Robinson Crusoe, ou quand on lit même les voyages de Gulliver, enfin, alors les voyages réels ou imaginaires, on ne peut, à mon sens, que après ça, avoir une envie incroyable de découvrir le monde, de découvrir la vie, de découvrir, bon, là, les enfants, quand j'écris des choses où ils étaient là, qui parlent d'eux, ben, je leur montre, je leur raconte ce que j'écris dans mes livres. Et là, ben, eux amendent ça en disant ah oui, mais il y avait ça aussi, ah tu te souviens, ah tu pourrais rajouter ça. Et donc, bon, je suis souvent leurs conseils qui sont souvent des bons conseils. Euh, alors c'est important, voilà, quand vous voyagez, il faut prévoir donc je fais un petit résumé de ce qu'on a dit depuis le début. Il faut prévoir évidemment cette capacité bon, à s'adapter au voyage. Il faut prévoir notre capacité de changement aussi. Il faut qu'on puisse changer. Il faut prévoir notre qu'on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu bête à dire, mais il faut être prêt à se laisser dépouiller. Alors, je disais ce matin encore à un ami que un voyage n'est riche que de ce que vous êtes prêt à perdre. Je m'explique. Je bois un petit coup d'abord, mais si vous partez en voyage, mais que pour ce voyage, vous n'êtes prêt à rien perdre finalement, ni votre temps, ni votre argent, ni vos nerfs, ni votre patience, ni vos affaires, ni votre vie, alors, alors vous allez avoir un voyage où vous aurez rien perdu, mais rien gagné. Un voyage n'est riche que de ce que vous êtes prêt à perdre. Euh, quand, même dans un voyage organisé, ma mère, par exemple, voyage en voyage organisé. Bon, voilà. Alors, dans le car, vous savez, bon, des personnes d'un certain âge, etc. Puis, tant que tout se passe comme prévu, bah, souvent elle revient, elle me dit bah oui, bon, c'était sympa, bah, voilà. Mais pour peu que un hôtel soit fermé, que le car tombe en panne, que le guide soit pas là, que ma mère, l'autre jour, elle est tombée, elle a eu un accident, alors il a fallu l'amener aux urgences, enfin, bon, etc. Et là, d'un coup, elle se retrouve avec des centaines de choses à raconter. Voilà. Donc, bien sûr, elle a perdu un peu de santé dans cette affaire-là. Bien sûr, elle a perdu un peu de temps. Bien sûr, ça s'est pas passé comme prévu. Mais voilà qui fait le cœur, l'essence, la nature même du voyage. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je me rappelle une fois, ben encore, t'es dans le désert. Et là,
Bon, il faisait nuit, nuit noire, on aurait bien aimé faire un feu, mais il y avait un peu trop de vent, et du coup, bon, nuit noire. Il y avait des tapis, et bon, les gens chantaient, jouaient des djembés, tout ça. Puis bon, il y avait des nomades, on était quelques voyageurs dans ce coin-là, et il y avait les enfants, quoi. Et à un moment donné, un des, des gars qui jouait un Touareg qui était là et qui jouait, qui chantait, là, s'arrête, pose son djembé, se lève, c'était un grand, grand noir, assez impressionnant, monsieur très souriant, très sympathique, mais à la fois d'une carrure très impressionnante, quoi. Et donc, se lève, attrape les enfants par le col, les soulève les deux en même temps, et il y avait une petite table basse et les pose sur la table basse. Là, tous les autres Touaregs qui étaient là comprennent. Tout le monde s'arrête de jouer. Et là, tout le monde se met à chercher sur le tapis, quoi. Et, finalement, à un moment donné, il faisait nuit noire, hein. Alors on est dans le désert, hein. Il fait nuit noire, on voit rien. Les gens se mettent à chercher sur le tapis. Et d'un coup, on entend clac, une sandale taper. Et puis, un guide qui était là, qui s'appelait Mohamed, hop, ramasse un scorpion jaune du désert en souriant, en disant ah, il dit mais je savais qu'il était encore sur le tapis parce que j'ai pas vu ses traces dans le sable. Mais on est en pleine nuit, hein, dans le Sahara. Et, euh, et voilà. Et donc oui, il y a des risques. Voilà, peut-être que si un de nos enfants ou quelqu'un, un adulte, avait été piqué par ce scorpion-là, ben peut-être pas mortel, mais il aurait fallu bon une assistance d'urgence, etc. Ouais, voilà, on était prêt à perdre ça, on était prêt à perdre ce temps-là, on était prêt à perdre ce petit morceau de santé. Mais en tout cas, on se retrouve avec des choses à raconter et des choses Les enfants, d'ailleurs, ont ramené le scorpion en question dans leur boîte à trésors. Ah oui, ça, c'est quelque chose de très, très précieux. On a souvent fait ça, nous, avec les enfants, on le fait encore. Euh, des boîtes à trésors. Ça peut être un herbier, par exemple, hein, donc où on va mettre des plantes qu'on trouve tout au cours du voyage, qu'on fait sécher, mais ça peut être aussi des boîtes à trésors dans lesquelles les enfants vont mettre ce qu'ils veulent, hein. Ça peut être un morceau de poil d'animal qu'il a trouvé quelque part, ça peut être une graine de quelque chose, un caillou, un bâton, etc. Mais la magie, quand on ressort quelques temps plus tard ces boîtes à trésors, c'est quand même extraordinaire. Il y a également, vous savez, quand un enfant raconte son voyage, il revient, il retrouve ses grands-parents, son oncle, ses tantes, ses amis, et que là on dit alors ton voyage, comment t'as aimé ça, qu'est-ce que tu as fait, etc. Vous comprenez que si l'enfant il a sa boîte à trésors, qu'il l'ouvre et qu'il dit ah oui ça c'est la graine que j'ai trouvée le jour où on s'est baigné dans la cascade, etc. Et il va raconter son voyage avec sa boîte à trésors. Et alors c'est son carnet de route en fait cette boîte là. C'est quand même quelque chose d'assez personnel, d'assez intime même, hein, en fait. Et cette boîte là il va pas la montrer à n'importe qui, il va pouvoir la sortir de temps en temps, montrer, c'est des trésors quoi, voilà, c'est très très précieux quoi, hein. Et on montre pas ça n'importe comment, on en prend soin. Donc euh, oui, des boîtes à trésors de pirates, bien évidemment. Un truc que j'avais pris en fait pour faire ça, moi, les boîtes à trésors avec mes enfants, c'était vous savez, des boîtes qu'on utilise pour la pêche, vous savez, où les gens vont mettre là les hameçons, là un bout de fil, là bon tous les plombs, bon etc. Vous savez, donc c'est ou alors les boîtes de bricoleurs, vous savez, où on va mettre les vis, tout est très compartimenté là. Et donc voilà, une boîte à trésors comme ça coûte pas grand-chose et ça prend peu de place et donc on peut avoir ça et le trimballer avec soi. Une autre dimension que j'aimerais aborder, c'est que j'ai parlé de l'insécurité du voyage qui donne l'essence et qui donne. Mais il faut aussi parler, notamment avec des enfants, avec des jeunes enfants, de la sécurité à l'intérieur du voyage, parce que euh, un enfant est prêt à tout, ouais, les aventures, bon. Mais à un moment donné, c'est bien aussi le soir de se reposer un peu, quoi, de pouvoir se coucher dans un endroit où on n'est pas toujours en train de se demander si on va pas se faire piquer ou mordre par quelque chose. C'est pour ça que moi, un de mes voyages privilégiés,
peut-être pas très écologique, mais c'est quand même, alors soit en voilier, ça c'est plutôt écologique, mais aussi en quelque chose que j'ai beaucoup fait. Moi, j'ai vécu 10 ans en camion, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai vécu 10 ans dans un camion ménager, enfin dans plusieurs, parce qu'en 10 ans, j'en ai eu plusieurs. Mais en tout cas, donc j'ai vécu 10 ans là-dedans, ce qui fait que ça, c'est quand même un confort incroyable, parce qu'on a beau être au bout du monde, on a beau vivre toutes les aventures dans la journée, on a beau avoir passé toutes sortes de choses, le soir, on se couche dans son lit avec le livre qu'on avait laissé, avec son toutou quand on est un enfant, avec son petit coussin, sa couette, son drap. On se demande pas s'il n'y a pas, si c'est propre, si ça a été bon. Voilà. Donc on se retrouve le soir dans son lit. C'est un peu comme dans sa cabane. Alors c'est une cabane sur roue, en fait, et le camion. Alors moi j'adore voyager comme ça. J'ai encore un camion en France que je garde, un vieux camion là qui a 25 ans, et qui devrait pas tarder à lâcher, mais que je maintiens en vie, réparation après réparation, pour qu'il puisse encore nous promener, nous trimballer. C'était prévu qu'on y aille cet été, qu'on l'utilise cet été. Malheureusement, ça risque de ne pas se faire, mais je compte bien pouvoir le faire bientôt encore avec les enfants. Et c'est vrai que, bon, voilà, on est en sécurité le soir dans son camion, un endroit où on peut faire à manger, un endroit, bon. Et en plus, bon, là, c'est à l'abri, c'est pas comme une tente, même s'il pleut, ben justement, on entend. Euh, Même si on entend la pluie sur l'atoll, bon ben on est. Alors le camion il reste en France, voilà, c'est donc il voyage et on a voyagé avec ce camion au Maroc, en Italie, en Espagne, en France, donc euh, oui, c'est un camion qui reste en France. Au Québec, on voyage autrement. On a voyagé en voilier. On a voyagé aussi avec une tente qui s'ouvre sur le toit de la voiture. On a traversé les États-Unis et le Canada. On a fait l'aller par les États-Unis, puis le retour par toutes les provinces du Canada avec ça. Donc ça aussi, c'est quand même bien pratique parce que le soir, paf, on déplie la tente. Ça se fait en 2 secondes. Bonjour Béatrice. Voilà, donc on est à la recherche le soir d'endroits où on est en sécurité, d'endroits où on est chez soi finalement. Voilà. Alors on est un petit peu partout chez soi. Ce qui est pratique aussi avec les camions, c'est qu'on peut débarquer chez les gens, vous savez, un peu à n'importe quelle heure. Les gens n'ont pas besoin d'avoir une grande maison ou quoi que ce soit pour nous accueillir. On dit, ben nous on vient vous voir, on vient vous rencontrer, mais voilà, pour dormir, on est autonome, on est dans notre camion, vous n'avez pas besoin de vous occuper de nous, vous trouvez des lits, des draps ou je sais pas quoi. On va s'arranger pour être discret, quoi, finalement. Alors, si vous avez un petit bout de jardin ou un petit bout de cour bon, n'importe quoi, on va pouvoir passer la soirée chez vous et aller dormir dans notre camion après. Donc ça, c'est un voyage. Ah oui, en Italie aussi, on avait voyagé comme ça avec les enfants. Écoutez, moi, c'est sans doute ma façon préférée de voyager. J'aime le voilier aussi, j'aime beaucoup le voilier. On avait voyagé dans le fjord du Saguenay au Québec, on apprenait à naviguer en même temps, aussi sur le Saint-Laurent. Alors ça, évidemment, c'est quand même des espaces, des lieux bon, qui sont à la fois magnifiques. On avait des baleines, on avait des belugas, etc. Mais en plus, on avait notre cabine le soir où on se mettait à l'ancre, où on se mettait dans une petite marina, puis là, bon ben, euh, oui, bonjour. Euh, donc, et là, bon, ben, c'est sûr que c'est un peu ouais, les maisons itinérantes comme ça, la tente sur le toit de la voiture, le camion, le voilier. Bon, ben, je trouve que c'est toujours le meilleur des deux mondes parce qu'on a à la fois pour la perspective de découverte, on a à la fois la rencontre, on a à la fois l'inconnu, mais on a aussi le confort du chez soi et on cuisine nos petites affaires et tout ça. Bon, cuisiner sur un voilier, c'est toujours un petit peu rock'n'roll parce que bon, ça bouge, ça bouge beaucoup, etc. Euh, mais voilà, c'est important parce que d'être confortable, parce que si vous partez en voyage et que vous mangez moins bien que chez vous, que vous dormez moins bien qu'à la maison, que finalement tout est moins bien qu'à la maison,
eh ben, partez pas en voyage, vous comprenez, restez chez vous parce que vous allez vous retrouver. Donc il faut qu'à des moments vous puissiez vous poser, que vous puissiez vous mettre dans des situations, dire waouh, voilà. Et je sais qu'avec le camion, quand on arrive dans des endroits magnifiques, comme on peut en trouver en France, mais un peu partout dans le monde, hein, et on ouvre les portes du camion, et puis là on dort face à une vue superbe sur les montagnes et tout ça. Eh bien écoutez, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux, quoi. Voilà, donc voilà, pour parler du unschooling là-dedans, voilà, vous vous rendez compte, pour ceux qui me suivent depuis le début, et bonjour à ceux qui viennent d'arriver, qu'à aucun moment j'ai parlé de cahier, à aucun moment j'ai parlé de faire des devoirs, à aucun moment, simplement j'ai parlé de prendre des photos, j'ai parlé de faire des rencontres, j'ai parlé de tenir un carnet de bord, un blog, d'aménager des espaces, j'ai parlé de se raconter, j'ai parlé de boîte à trésors, j'ai parlé de faire un herbier. Vous comprenez tous les apprentissages qu'il y a dans tout ça, à condition de lâcher les maudits cahiers, vous comprenez? À condition de ne pas perdre son temps à essayer de faire de l'académique là où, euh, là où la vie est indisciplinée et indisciplinaire. Donc, si vous partez voyager, camper, je ne sais pas quoi, avec vos enfants cet été, euh, foutez-leur la paix avec les cahiers de vacances, quoi. Voilà, il faut vraiment se dire les choses et il faut vraiment aller, oui, dans des endroits où vous allez rencontrer, visiter, vous allez voir des châteaux, vous allez voir, rencontrer d'autres familles, d'autres personnes, d'autres fonctionnements. Vous allez apprendre tout un tas de choses sur la région. Peut-être que les enfants vont trouver des fossiles. Vous allez visiter tel musée. Nous, le dernier voyage qu'on avait fait en France avec les enfants, on est allé voir bon, les grottes de Lascaux. On a visité le musée, le château de Belcastel. On s'est arrêté aussi des fois dans des campings pour prendre une douche, aller à la piscine, manger une pizza. Vous voyez, bon, ça peut être. Mais tout ça, voilà, toute cette vie-là, toute cette vie de voyage, de frugalité, de proximité, où on doit faire beaucoup avec peu. Alors tout ça, ce sont des apprentissages, mais évidemment qui sont irremplaçables. On ne peut pas apprendre ça dans une classe avec un cours sur la façon de voyager. Euh, tout ce que je vous ai raconté dans le désert, aux États-Unis, sur un voilier, quand on affronte des tempêtes, évidemment, personne ne peut vous transférer ces connaissances-là tant que vous ne les avez pas vécues vous-même, quoi. Alors, euh, on revient encore à la charge de cette histoire de contrôle. Déjà, vous savez, en France, quand vous déménagez 3 fois, les inspecteurs, ils ne savent plus où vous habitez. Vous changez de département, c'est fini. Ils sont perdus. Mais en plus, quand on est nomade à l'année et qu'on n'est même pas là pour des contrôles, etc., ben, vous savez, il y a pas un inspecteur qui va venir vous voir à Bali pour savoir si vos enfants ont fait le programme de mathématiques. Vous comprenez? Voilà, il faut arrêter de vivre dans la peur. On a assez vécu avec la période dont on sort. On a assez vécu dans la crainte, dans la peur. On a assez vécu sous la baguette des maîtres chiens et des contrôleurs de gel et des contrôleurs de masques et des contrôleurs de distance. On a assez vécu dans cette peur-là pendant ces 2 mois-là. Vous savez, les gens faisaient la file, ils étaient à 1,50 m de l'autre, mais personne ne se parlait parce que au cas où le virus pourrait s'attraper par la voix. Enfin bref, donc voilà. Moi, voilà, faites votre vie. Vivez ce que vous avez à vivre. Dites ce que vous avez à dire. Écrivez ce que vous avez à écrire. Faites le poème de votre vie. Faites-le pour vous. Faites-le pour vos enfants. Permettez à vos enfants d'écrire le poème de votre vie. Et foutez-vous la paix avec le maudit inspecteur, là. Voilà. euh, je consacre une grosse partie de la formation sur les voyages. Il y a toute une étape, vous savez, dans la formation le pirate de l'éducation. Il y a 7 étapes, donc une qui est entièrement consacrée au voyage. Donc ça fait beaucoup de choses à dire là-dedans. Euh, j'ai aussi j'ai aussi consacré pas mal de recherches, un livre et quelques études à un truc que j'avais appelé l'ethnopédagogie, ou savoir, vous savez, on s'est toujours transmis des connaissances, et notamment des connaissances environnementales. Hey, bonjour du Luxembourg, bonjour Céline. Euh, on s'est toujours transmis des connaissances environnementales et on se les est toujours transmises à l'école. Donc moi j'avais fait un peu suer tous les vieux de la planète en leur demandant, me dis pas
qu'est-ce que tu sais, mais dis-moi comment tu l'as appris, comment tu es passé du je sais pas à je sais. Et donc j'avais élaboré une sorte de, comment dire, de 5 vecteurs en fait de transmission. Y a-t-il des façons? Ma question c'était est-ce qu'il y a des façons traditionnelles de se transmettre du savoir traditionnel? Et oui, il y en a plein. Alors, euh, alors ça c'est quand même extraordinaire de pouvoir aller piocher dans ces cultures traditionnelles, la façon dont se transmet le savoir. Voilà. Donc, merci Emma. Ouais, donc c'est quand même c'est quand même important d'aller voir dans les autres cultures. Mais ça, encore une fois, il ne faut pas arriver avec nos gros sabots. Vous savez, je connais plein de gens là, qui ont voyagé, mettons au Népal, pour prendre cet exemple-là. Ils reviennent de là, puis là, ils disent, oh, alors là, on avait un guide au Népal. Le gars, il connaissait la montagne. Bonjour Stéphane. J'ai parlé de voilier beaucoup là aujourd'hui. donc, donc le gars revient du Népal et il dit, alors là, le gars, il est jamais allé à l'école, mais il connaît la montagne comme sa poche, il connaît les animaux, il est capable de prédire le temps qu'il va faire, etc., etc. C'est vraiment formidable, etc. Mais alors la misère qu'il y a là-bas, donc, vous savez, ils ont même pas d'école. Alors nous, on va monter une association et on va aller les aider à aller faire une école là-bas. Comme ça, les enfants ne seront plus dans la nature, ne feront plus tout ça. Et, euh, et donc, voilà, les enfants pourront être scolarisés. Mais vous comprenez que le jour où on va ramener une école là, peut-être que les enfants vont apprendre à lire alors qu'ils ne savaient pas. Mais tout ce qu'ils n'apprendront plus du fait même de subir un système d'éducation exogène, occidental, qui ne leur correspond pas. C'est un peu comme si on arrivait sur la planète entière en leur disant, peuple du monde, ne cherchez plus comment éduquer vos enfants, on a trouvé. Il faut les mettre 30 personnes du même âge, dans 4 murs, etc., etc. C'est une folie en fait. On parle de biodiversité, de perte de biodiversité, mais la biodiversité écologique, la biodiversité pédagogique qu'il y a là-dedans, évidemment, ça doit être préservé, quoi, comme toutes les cultures et comme toutes les langues. Voilà, alors oui, on me pose la question, Lodi, est-ce que, si je comprends, c'est jamais en forçant l'enfant? Ben oui, parce que vous pouvez obtenir quelque chose en forçant quelqu'un, hein. Il n'y a aucun problème, hein. On voit ça partout, tout le temps. On voit ça au travail, on voit ça à l'usine, on voit ça dans les écoles. Mais combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va en rester de ça? Vous pouvez forcer des gens, vous pouvez les punir, vous pouvez les récompenser, vous pouvez les frapper, et vous allez obtenir quelque chose d'eux, hein. Il n'y a pas de problème. Si vous dites à quelqu'un, euh, donne-moi ton argent ou je t'ouvre le ventre avec mon couteau, vous allez peut-être obtenir de l'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut forcer les gens, hein, ça existe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça donne? Par rapport à nos enfants qu'on veut libres, autonomes, respectueux, tu sais, on parle du consentement. Mais, 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 mais si on les force à se lever, si on les force à apprendre telle ou telle chose à telle heure, de telle façon, alors il est où le consentement? Comment vous allez apprendre à une fille à dire ton corps c'est ton corps, mais par contre quand moi je te réveille à 6h30 du matin, c'est plus ton corps, c'est moi qui décide. Vous comprenez, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Non, non, c'est jamais en forçant les gens qu'on obtient des résultats durables, c'est évident. Voilà, on va obtenir des choses, mais jamais ce qu'on aurait aimé, ce qu'on aurait souhaité pour nos enfants. C'est bien évident. Alors en voyage, c'est vraiment le moment de se foutre la paix avec ça, quoi. Voilà. Donc oui, le voyage, c'est le lieu du unschooling par excellence. C'est l'endroit où on va apprendre à rester euh, euh, on va apprendre à rester tranquille face à la découverte de l'enfant. On va lui laisser le rythme. Vous savez, quand on voyage au Maroc, des fois on se retrouve avec des gens qui disent, ils sont là et puis ils disent, ah venez visiter ma boutique et tout ça. Je dis non, j'ai pas le temps. Et le gars il vous regarde, il dit t'as pas le temps, mais t'es en vacances. C'est quand que t'as le temps?
Ou les Marocains disent, les gens pressés, ils sont déjà morts. Et voilà, bon, on a le temps, on a le temps. Les enfants ont le temps. Et s'ils n'apprennent pas telle ligne du programme cette année, ils l'apprendront l'année prochaine. Vous souvenez-vous précisément à quel âge vous avez appris le théorème de Pythagore? Si vous vous souvenez de qui est Pythagore et si vous vous souvenez du théorème, vous comprenez, il y a une folie à ne pas prendre son temps, notamment quand on est en voyage. Donc voilà. Donc c'est pour ça que dans la formation, oui, des pirates, de l'éducation, j'insiste beaucoup évidemment sur le temps, sur l'espace. Mais alors en voyage, ça se décline dans un environnement idéal pour ça. Voilà. Et donc ne vous sortez pas de votre voyage. Euh, ne vous sortez pas, voilà, de votre voyage. Écoutez, on a la formation qui est encore ouverte pour quelques jours. Je ne veux pas forcer la main à personne. J'ai envie de vous inviter, évidemment, à venir, bon, participer à ça. Je vais vous offrir pour ce dernier live la possibilité d'avoir une réduction. Vous savez, si vous tapez pirate, P-I-R-A-T-E-S, dans le code promo au moment de l'inscription, vous aurez un rabais substantiel pour cette formation parce que je sais que les temps sont durs. Il y a des gens qui ont eu des demi-salaires ou pas de salaire du tout pendant ces temps-là, qui veulent se libérer, qui veulent avancer. La formation peut y contribuer. C'est pas, il y a d'autres façons évidemment bon, de se retrouver soi-même, mais en tout cas elle a été faite pour. Puis les témoignages qu'on en a qui sont vraiment excellents depuis le début aident à ça. Alors je vous invite à aller rejoindre donc la formation Pirate de l'éducation avec soit la possibilité de payer en 3 fois. Ça, c'est tout le temps parce qu'on sait que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Soit avec le code promo pirate pour avoir une réduction qui soit substantielle, quoi. Voilà. On me demande, euh, Tali Takoum, d'après vous, combien de temps il faut pour que l'enfant déjà scolarisé retrouve sa soif d'apprendre? Écoutez, il y a une espèce de moyenne, bon, vite fait mal fait là, qui se dit dans les milieux d'école à la maison. On dit que c'est 1 mois par an. Voilà, c'est-à-dire que si votre enfant a été 5 ans à l'école, eh ben attendez 5 mois, foutez-lui la paix pendant 5 mois, avant qu'il retrouve ses propres aspirations. Mais vous savez, faut faire attention à ça, hein. Ne sortez pas votre enfant de l'école pour en faire un unschooler performant. Vous comprenez, c'est pas ça l'idée, hein. L'idée n'est pas de remplacer l'exigence scolaire par l'exigence de la table et de la cuisine, hein, d'accord? Si vous voulez qu'il retrouve son appétit, sa motivation, il faut qu'il sente qu'il le fait pour lui, et non pas parce que vous êtes sur les dents et que vous attendez qu'il le fasse vous, et que du coup il va le faire pour vous, mais encore une fois, ça aura un temps, mais pas, ça va pas durer trop longtemps. Et puis, vous savez, les adolescents sont submergés, hein, submergés par leur corps qui grandit, leurs pieds, leurs mains, etc. Ils sont submergés par le néocortex qui sait plus du tout comment orchestrer tout ça, et ce corps qui était facile, qu'on connaissait par cœur. Donc l'enfant gère beaucoup de fatigue, gère beaucoup d'hormones, d'énervement, etc. Alors si votre enfant se jette pas et est un peu fatigué, un peu de mauvaise humeur, n'est pas cet enfant-là émerveillé que vous connaissiez à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, c'est normal aussi et il faut être patient. Ça dure un petit temps, mais n'attendez pas, n'exigez pas, d'accord, que votre enfant soit au top de lui-même toute la journée, y compris en unschooling. C'est pas fait pour ça. De la même façon que la formation des pirates de l'éducation n'est pas faite pour faire de vous des bons parents unschoolers, des premiers de la classe du unschooling. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est que vous soyez bien. Vous voyez. Voilà. L'idée, c'est que vous soyez voilà, que vous soyez heureux dans vos vies, avec vous, avec votre conjoint, avec vos relations, avec vos enfants et votre famille. Et donc, moi, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport au voyage, c'est ne partez pas en voyage pour vous pourrir la vie avec des cahiers, quoi. Voilà, voilà. Déjà, en général, arrêtez de vous pourrir la vie avec des cahiers, ça c'est le premier truc. Mais ne partez pas en voyage avec tout le monde que vous allez à découvrir, les monuments, les activités, les rencontres, les aménagements, les modes de communication qu'il va falloir déployer, toute cette intelligence, cette présence, cette intensité qu'il va falloir avoir parce que vous êtes en voyage, parce qu'il va falloir tirer une bâche,
parce qu'il pleut, etc., etc., et que vous allez apprendre à monter une tente en 30 secondes, que vous allez apprendre à vous laver avec très peu, que vous allez apprendre à manger des choses que vous aviez jamais vues. Alors, toute cette mobilisation dont vous avez besoin, la pourrissez pas par des cahiers, quoi, ça sert à rien. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci pour ceux qui ont été là tout le long en cours de route, merci pour ceux qui m'envoient des messages, merci pour votre amitié, pour votre fidélité. C'était mon dernier live là de la saison que je finis finalement avec. J'ai eu beaucoup de présence. Un peu médiatique là ces derniers temps. Je vais retourner un peu dans ma forêt. Je vais aller faire l'ermite un peu, je pense que j'en ai besoin. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je continue à être actif, réactif euh, quand vous m'écrivez. Moi, vous savez, je suis poli, quand on m'écrit, je réponds. Mais aussi, je continue à faire vivre la formation, le groupe, les pirates de l'éducation. Euh, pour ceux qui sont arrivés trop tard, euh, pour prendre le live en direct, ben, comme d'habitude, hein, je le mets sur, il est sur ma page Facebook, je vais le partager. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube aussi. Et oui, oui, à bientôt en Belgique, Catherine. C'est sûr, mais je vais attendre de voir un peu comment ça se présente les choses. Mais c'est sûr que c'est mon premier voyage sera pour la Belgique. Euh, et puis, et voilà, donc, oui, je disais, j'ai une chaîne YouTube aussi à mon nom, là, donc je mets les conférences sur la chaîne. Pour ceux, j'essaye de mettre les sous-titres aussi à chaque fois, bon, pour ceux qui ont des problèmes pour écouter. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux, je suis pas un grand technicien, des fois ça va pas très vite, mais en tout cas, merci d'avoir été là, merci de me suivre, et puis à très bientôt. La formation est encore ouverte pour les 2 prochains jours. Euh, Si vous voulez y aller, ce sera avec plaisir. Bienvenue à bord. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et bonne journée, bonne soirée pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Bye bye.